Bonjour, je suis une employée de bureau tout à fait ordinaire, dans la trentaine. Si j'écris mon histoire aujourd'hui, c'est parce que je veux dire quelque chose de très important à toutes celles et ceux qui, comme moi, ont subi une injustice profonde sans avoir personne à qui se confier. Personne en ce monde n'est une cible facile, et si vous traitez quelqu'un avec mépris simplement parce qu'il semble faible, soyez certain que tout finit toujours par revenir. Ceci est l'histoire de ce que j'ai vécu après mon mariage. En la lisant, certains d'entre vous se mettront peut-être en colère, ou penseront que je n'ai pas toujours agi comme une belle fille respectueuse. Malgré tout, j'ai décidé de tout raconter sans détour. Je vous serai reconnaissante d'aller jusqu'au bout afin de découvrir le sort réservé à ceux qui ont osé s'en prendre à quelqu'un qui paraissait fragile. Mon père est parti de la maison quand j'avais environ 6 ans. À l'époque, je ne savais pas s'il s'agissait d'un divorce ou d'autres circonstances. Ma mère ne me l'a jamais expliqué clairement. Enfant, je lui ai demandé plusieurs fois. « Maman, où est papa? Pourquoi il ne vit pas avec nous ?» Sa réponse était toujours la même. « Papa est très, très loin, mais il pense toujours à nous. » C'était tout. Ce qu'il y avait de plus étrange, c'est que ma mère n'a jamais dit du mal de lui. Je me souviens qu'à l'adolescence, une fois, j'ai parlé de mon père avec amertume. Soyons honnêtes, papa nous a abandonnés. Juste pour vivre sa vie tranquillement. Ma mère m'a immédiatement reprise. Ne dis pas ça. Tu ne es pas ton père. Il n'y a pas d'homme plus honnête que lui en ce monde. Son ton était si ferme que je n'ai plus jamais abordé le sujet. J'imagine que c'était sa façon de protéger l'image de mon père dans mon esprit. J'ai grandi en pensant qu'il avait refait sa vie quelque part et que tout allait bien pour lui. Ma mère m'a élevé seule tout en tenant un petit bistrot dans un village de province. Elle travaillait de l'aube jusqu'à la nuit, sans jamais se plaindre ni montrer de fatigue. La voir ainsi m'a rendue très indépendante et j'ai grandi avec la conviction que je devais compter sur moi-même, sans dépendre de qui que ce soit. C'est pour cela qu'à l'université j'ai étudié grâce à des bourses et à des emplois à temps partiel. Dès l'obtention de mon diplôme, j'ai trouvé un travail et je suis resté dans la même entreprise jusqu'à aujourd'hui. À 29 ans, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon mari, Nicolas. Il travaillait pour une entreprise partenaire et il m'a fait une excellente première impression. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant de décider de nous marier. Pour moi, qui avait grandi sans père, sa simple présence à mes côtés était un grand soutien et me donnait un sentiment de sécurité. Je n'avais aucune idée de ce qui se cachait derrière son sourire bienveillant. Lorsque nous avons commencé à parler de mariage, je suis allé rencontrer mes futurs beaux-parents. Ma future belle-mère, Marie-Thérèse, avait une allure bien plus dure que je ne l'avais imaginé. À peine assise, elle m'a détaillé de la tête aux pieds et m'a lancé aussitôt. « Ton père n'est pas là, n'est-ce pas? Il n'est pas décédé. Il vit à l'étranger. A donc divorce. As-tu des frères ou sœurs? Je suis fille unique. » À ces mots, les yeux de ma belle-mère se sont agrandis. Vraiment. Donc vous avez toujours vécu à 2 femmes seules, sans aucun homme à la maison. Il y avait dans son ton quelque chose d'étrange, un mélange de pitié et de mépris. J'ai répondu le plus calmement possible, sans lui laisser voir que ses paroles me touchaient. Oui. Ma mère m'a élevé seule, mais je n'ai jamais manqué de rien. Tout grâce à elle. L'expression de ma belle-mère s'est légèrement durcie. Elle ne s'attendait visiblement pas à une réponse aussi posée. Mon beau-père, Jean-Pierre, paraissait plus aimable en comparaison, mais dès qu'il ouvrait la bouche, c'était pour se vanter de lui-même ou de sa famille. Nous sommes une véritable lignée de policiers. Je suis commissaire, et mon frère aîné a occupé un poste très élevé dans la police. Tu devrais t'estimer chanceuse d'épouser quelqu'un issu d'une famille comme la nôtre. À la fin de la visite, mon mari était ravi, disant que tout s'était très bien passé. Moi, en revanche, je sentais au fond de moi que rien ne serait simple. Plus tard, j'ai appris qu'à peine partie, ma belle-mère avait commenté. Cette fille a un regard défiant. Elle va savoir répondre. Il faudra la remettre à sa place dès le début. Les préparatifs du mariage n'ont pas non plus été un long fleuve tranquille. Ma belle-mère s'immisçait absolument dans tout, le lieu du banquet, la robe, tout devait correspondre à ses goûts pour qu'elle soit satisfaite. À vrai dire, je n'avais pas de grands rêves ni d'exigences particulières pour le mariage, alors j'ai cédé sur presque tout. Mais il y avait une chose sur laquelle je ne pouvais pas transiger. Votre liste d'invités est un peu courte.
Comme il n'y a pas d'homme dans votre famille, voulez-vous que nous en ajoutions quelques-uns pour que la salle ne paraisse pas vide? C'est ainsi qu'elle me l'a dit. Je lui ai répondu fermement. Ce n'est pas nécessaire. Qu'importe si nous sommes moins nombreux. L'essentiel est que viennent les personnes qui se réjouissent vraiment pour nous. À cet instant, son visage s'est crispé de déplaisir. Le jour du mariage, la différence de nombre d'invités était évidente, le côté du marié comptait presque 200 personnes, tandis que de mon côté nous n'atteignions même pas 80. J'ai essayé de ne pas y prêter attention, mais ma belle-mère s'est chargée de le souligner à voix haute. Ah, c'est ce qui arrive quand du côté de la mariée il n'y a que des femmes. Que voulez-vous, il faut comprendre. Ces paroles m'ont atteint de plein fouet, et je suis certaine que ma mère les a entendues aussi. Juste après la cérémonie, j'ai dit à mon mari. Va dire à ta mère de faire un peu plus attention à ce qu'elle dit, surtout devant ma mère. Chérie, maman parle juste un peu fort. Tu la connais. Essaie de la comprendre. Depuis quand ce comportement était-il une excuse? Mais comme c'était le jour de notre mariage, j'ai décidé de laisser passer pour préserver la paix. Un mois après le mariage, nous étions encore sur notre petit nuage de jeunes mariés. Un jour, ma belle-mère m'a appelé et m'a lancé sans détour. Chloé, donne-moi le code de votre porte. Le code? Pourquoi tout à coup? Comment ça pourquoi? C'est la maison de mon fils. Tu voudrais que je vienne comme une étrangère? Son ton était d'un naturel déconcertant, comme si ma question était absurde. J'en ai parlé à mon mari, mais il n'y a vu aucun problème. Je ne pense pas qu'elle viendra sans prévenir. Pour ne pas commencer sur de mauvaises bases avec elle, je lui ai donné le code. Mais à partir de ce jour-là, elle a commencé à venir sans prévenir et avait toujours une remarque à faire. Qu'est-ce que c'est que tout ça dans ton réfrigérateur? Presque tout est du prêt à accent grave manger. Tu dois t'occuper correctement des repas de ton mari. Avec mes horaires de travail et les heures supplémentaires, j'avais honte. Où aurais-je trouvé le temps de cuisiner des plats élaborés chaque jour? Pourtant, le ton de ma belle-mère insinuait que j'étais paresseuse. Le vrai problème est arrivé ensuite. Un jour, ma belle-sœur Sandrine m'a envoyé un message. Belle-sœur, as-tu vu la photo de profil de maman? Regarde vite. Sans comprendre, j'ai ouvert l'application. Mon cœur a fait un bond. Sa photo de profil montrait un coin de l'évier de ma cuisine, un gros plan de l'évacuation où un peu de calcaire s'était accumulé. Et dans son statut, on pouvait lire. Comme il est difficile d'éduquer les belles filles d'aujourd'hui. Savez-vous qui faisait partie de sa liste de contacts? La famille de mon beau-père, ses amis de toujours, le cercle des épouses des commissaires du secteur, des dizaines de personnes voyaient ce profil. Publier cette photo était une humiliation publique. J'ai immédiatement appelé mon mari. Nicolas, as-tu vu le profil de ta mère? Pourquoi a-t-elle mis une photo de l'évier de notre maison et écrit que c'est difficile d'éduquer les belles filles? Il a regardé rapidement et la seule chose qu'il a trouvé à dire a été: peut-être que maman plaisante. Ne le prends pas trop à cœur. Mais tout le monde le voit. Moi aussi je travaille, je ne peux pas avoir la maison impeccable. D'accord, ne te fâche pas. Je lui parlerai. Mais lorsqu'il a appelé sa mère, il l'a presque supplié de retirer la photo, comme s'il voulait me punir. Elle a gardé cette photo de profil pendant une semaine entière. Aux yeux de tout son entourage, je suis devenue la belle-fille paresseuse et sale. À partir de là, malgré tous mes efforts pour bien m'entendre avec elle, je ne supportais plus de la voir. À chaque appel, mon cœur s'emballait. J'ai commencé à prendre mes distances. Quelques mois plus tard, j'ai changé le code de la porte, comme le recommandait la gestion de l'immeuble pour des raisons de sécurité. À cette période-là, nous avions un audit au travail et j'étais débordé, heures supplémentaires, week-ends travaillés, je n'avais le temps de rien. Un soir, en rentrant du travail, j'ai entendu du bruit sur mon palier. En sortant de l'ascenseur, j'ai vu ma belle-mère devant ma porte. Un serrurier démontait la serrure. « Belle maman, que se passe-t-il ici ?» Elle s'est tournée vers moi, furieuse. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu changé le code comme ça? Tu te prends pour qui ?» Sa voix résonnait dans tout le couloir. Le serrurier ne savait plus où se mettre. J'ai sorti mon portefeuille et lui ai tendu ma carte. « Monsieur,
excusez-moi, vous pouvez arrêter. J'ouvre moi-même. Dès que j'ai entré le code et ouvert la porte, ma belle-mère est entrée à grands pas. Je viens chez mon fils et la porte ne s'ouvre pas. Tu trouves ça normal? Désolé, j'ai changé le code récemment et j'ai complètement oublié de vous prévenir. Elle s'est laissée tomber sur le canapé et m'a lancé un regard glacial. Comment oses-tu m'empêcher d'entrer dans la maison du fils que j'ai mis au monde? Ces mots m'ont coupé le souffle. Est-ce si grave de changer un code et d'oublier de prévenir? Avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous exagérez. Exagérez? Tu crois que j'aurais fait venir un serrurier sans raison? Tout ça, c'est toi qui l'as provoqué. Je n'ai eu d'autre choix que d'appeler mon mari. Je l'ai supplié de venir au plus vite régler la situation. Heureusement, il est arrivé quelques minutes plus tard, essoufflé. Calmez-vous toutes les deux. Mais maman, faire venir un serrurier, c'était un peu excessif. Ah, maintenant c'est moi la fautive? J'étais dehors à attendre dans le froid, et tu prends son parti. Non, maman, ce n'est pas ça, ça suffit. Quel accueil après être venue jusqu'ici. Elle s'est dirigée vers la porte, et avant de sortir, elle m'a lancé un dernier regard lourd de promesses. La porte a claqué. Je suis resté figé longtemps, le cœur battant à toute allure. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je m'en vais. Ma belle-mère se dirigea vers la porte et, juste avant de sortir, me lança un dernier regard chargé de menaces. On verra bien. Cette gamine insolente croit qu'elle peut traiter sa belle-mère comme si de rien n'était. La porte claqua violemment. Je restai figé un long moment, le cœur battant à toute allure. Cette nuit-là, je ne parvins pas à dormir. Comment allais-je pouvoir vivre avec ces gens pendant des décennies? Et ces mots, on verra bien, ne cessaient de résonner dans ma tête. Cela ne ressemblait pas à une simple colère passagère. C'est à ce moment-là que la véritable entreprise destinée à me briser commença. Arriva notre premier réveillon de Noël en famille. 2 semaines avant, ma belle-mère m'appela comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. La veille de Noël, vous devez être ici à 5 heures du matin, sans faute. Il faut commencer à cuisiner et à tout préparer. Il vivait à 1 heure de route, ce qui signifiait partir de chez nous à 4 heures du matin. Je travaillais jusqu'à la veille au soir, alors je lui répondis avec le plus de politesse possible. Belle maman, je suis désolé, nous pourrions arriver vers 8 heures. La veille, je finirais tard au travail. Je pouvais sentir sa colère à l'autre bout du fil. Ce jour-là, nous arrivâmes à 8 heures, et dès le matin son visage était fermé. Je passais toute la matinée en cuisine à préparer des amuse-bouches, des salades, à mettre la table. Pendant ce temps, ma belle-sœur Sandrine était assise sur le canapé, comme une princesse, les yeux rivés sur son téléphone. Dans l'après-midi, ma mère arriva. Elle apportait un jambon ibérique de grande qualité, très coûteux. Elle voulait se présenter correctement lors de ce premier Noël familial après le mariage. Mais ma belle-mère réagit ainsi. Eh bien, quel cadeau dis donc. Un effort bien excessif pour une femme qui vit seule, sans mari. Le visage de ma mère se figea. Non, vraiment, ce n'est qu'une attention pour ce premier Noël, tenta-t-elle d'expliquer. Mais ma belle-mère, comme si elle avait reçu une babiole sans valeur, posa le jambon par terre négligemment. Merci beaucoup, mais mon mari est commissaire et nous avons l'habitude de recevoir ce genre de cadeau. Je pouvais supporter qu'elle me parle ainsi à moi, mais pas qu'elle le fasse devant ma mère. Belle maman, je vous serais reconnaissante d'éviter ce genre de remarques devant ma mère. Quoi? Ai-je dit quelque chose de faux? C'est la vérité. Puisque vous parlez de vérité, laissez-moi vous en dire une autre. Ma mère m'a élevé seule, elle a acheté une maison grâce à son propre travail et a tout réussi sans s'appuyer sur un mari. Vous ne trouvez pas que cela mérite davantage de respect? Le visage de ma belle-mère devint rouge vif. À partir de ce jour-là, la façon dont elle me regardait changea complètement. Elle avait déjà été dure, mais désormais son hostilité était ouverte. Arriva notre 2e année de mariage. Une réception fut organisée pour le départ à la retraite de mon beau-père dans un restaurant très chic. Plus de 10 hauts responsables de la police encore en activité y assistèrent. On ne peut imaginer à quel point ma belle-mère était fière ce jour-là. Notre famille est une lignée de policiers. Tout le monde sait ce qui arrive quand on s'en prend à nous. Les invités riaient et acquiesçaient,
comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. J'étais dans un coin, mangeant en silence, lorsque ma belle-mère s'assit soudain près de moi et me murmura. « Tu as bien entendu ? Pour quelqu'un comme toi, si on le veut, dans cette famille, on peut faire ce qu'on veut. » Je posai mes couverts et la regardai droit dans les yeux. « Vous êtes en train de me faire une pression. Ce n'est pas une menace, c'est un conseil. Je crois que je peux me passer de ce genre de conseil. » L'atmosphère devint glaciale. Les invités proches s'en rendirent compte. Le visage de ma belle-mère changeait de couleur à vue d'œil. Elle se sentit humiliée par sa belle-fille devant tout le monde. En quittant le restaurant, j'entendis ce qu'elle disait à mon beau-père. « Jean-Pierre, celle-là, il faut lui donner une leçon. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. » J'en eus des frissons. Je ne savais pas ce que signifiait exactement elle ne sait pas à qui elle a affaire, mais j'eus un très mauvais pressentiment. J'essayais de me rassurer en me disant qu'il n'irait pas plus loin. Quelle naïveté, je découvrirais bientôt mon erreur. Quelques semaines après cette fête, un après-midi, ma belle-mère se présenta chez nous sans prévenir. Elle était encore pleine de rancœur et ne chercha même pas à le cacher. « Eh bien, madame la belle-fille toute puissante est à la maison. Vous pouvez entrer. » Mais en entrant, alors qu'elle changeait ses chaussures pour des pantoufles dans l'entrée, elle perdit l'équilibre. Elle tomba en avant et heurta le bras et le visage contre le bord d'un meuble du hall. Le bruit fut sec. « Belle maman, ça va ?» Je me précipitai pour lui tendre la main et l'aider à se relever, mais elle repoussa ma main brusquement. « Ne me touche pas. Laisse-moi. Ça ne rate jamais, chaque fois que je te vois, il arrive quelque chose de désagréable. Je m'en vais. » Elle avait un bleu et une éraflure au visage et au bras, mais elle partit sans rien ajouter. Je ne comprenais rien. Je n'avais rien fait, et pourtant tout semblait m'être reproché. Quelques jours plus tard, ma vie bascula. Comme chaque jour, je rentrais du travail, garais ma voiture dans le parking et, en descendant, je vis 2 véhicules de police attendre. 2 agents en uniforme s'approchèrent de moi. « Chloé Martin ? » « Oui, c'est moi. Nous avons une mesure judiciaire vous concernant pour un différend familial. Veuillez nous accompagner. » « Quoi ? Il doit y avoir une erreur. » Pour des raisons de procédure, ils m'indiquèrent que je devais les suivre immédiatement. Avant même de comprendre ce qui se passait, je sentis le froid du métal autour de mes poignets. C'était la première fois de ma vie. C'était lourd, impressionnant. Encore sous le choc, je ne cessais de demander. « Mais qu'ai-je fait ? » Les détails vous seront expliqués au commissariat. Ils me firent monter à l'arrière du véhicule. Par la vitre, je vis mes voisins observer la scène. J'avais envie de pleurer, mais je me retins. Si je pleurais, j'aurais l'air coupable. À mon arrivée au commissariat, on m'interrogea et je compris alors la raison de ma présence. Ma belle-mère avait porté plainte contre moi. Le motif était une accusation grave liée à un conflit familial. Un instant vous me dites, inspecteur, que ma belle-mère m'a dénoncé ? Oui, une plainte a été déposée. Un rire nerveux m'échappa tant la situation me paraissait absurde. Inspecteur, je ne l'ai jamais touchée. Ce jour-là, elle est tombée seule dans l'entrée de ma maison en changeant de chaussures. Comment cela peut-il devenir une accusation ? Sa version est différente. Elle affirme que vous avez provoqué sa chute. C'est faux. Je vous assure que je ne l'ai pas touchée. L'inspecteur me regarda sans expression. Calmez-vous. Nous avons une déclaration et des photos des blessures comme éléments au dossier. Il me montra les photos, les marques sur son visage et son bras, celles qu'elle s'était faites en tombant, présentées comme si j'en étais responsable. Je n'ai rien fait. Ce sont des traces de sa chute. Et ce témoin qui que ce soit, il ment. Nous étions seuls toutes les deux. C'était désespérant. J'avais l'impression de me répéter sans cesse. Inspecteur, pourquoi ne vérifiez-vous pas les caméras ? Il y en a dans le couloir et dans l'ascenseur de mon immeuble. On verra qu'elle est venue seule. Je vous en prie. Il hésita un instant, puis répondit en feuilletant des papiers. Les enregistrements seront examinés dans le cadre de l'enquête. Pas maintenant. Ce sont les procédures. Vous êtes actuellement concerné par l'enquête. C'est profondément injuste.
Tout serait clair en regardant simplement ces images. Son visage devint légèrement gêné. Je vous répète que l'enquête est en cours. Les images seront vérifiées en temps voulu. Je ne comprenais pas pourquoi on compliquait quelque chose d'aussi simple. Quelque chose n'allait pas. Quand allez-vous les vérifier? Vous me traitez comme une coupable sans raison. L'inspecteur soupira, visiblement lassé. Pour l'instant, nous avons la déclaration de la plaignante, des éléments médicaux et une mesure de mise à l'écart temporaire. Mon cœur se mit à battre très fort. On allait m'enfermer sans même regarder les images. On me parla de conséquences très lourdes. Mais c'est Marc, je n'en suis pas responsable. Vous ne m'écoutez pas. Ma vue se troubla. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. L'inspecteur continuait à répéter la même chose, ignorant mes paroles. Et je me rappelais cette phrase, elle ne sait pas à qui elle a affaire. C'était donc cela. Parce qu'il connaissait mon beau-père, personne n'avait l'intention d'enquêter sérieusement. La confusion se transforma en panique. Mes beaux-parents s'étaient ligués contre moi et, pire encore, les autorités semblaient de leur côté. On évoqua des peines pouvant aller jusqu'à plusieurs années. Puis-je passer un appel pour contacter un avocat? Si vous avez quelqu'un à prévenir, vous pouvez. J'appelai mon mari. Pas de réponse. À la 5e tentative, quelqu'un décrocha enfin. Mais ce n'était pas Nicolas. C'était ma belle-mère, la personne qui m'avait entraîné dans cet enfer. Nicolas est sous la douche, j'ai pris le téléphone. Que se passe-t-il? Que veux-tu? Sa voix était chargée d'ironie. J'imagine que tu appelles depuis le commissariat, n'est-ce pas? Alors, ça se passe bien là-bas? Une belle fille aussi parfaite que toi ne va pas avoir peur de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Belle maman, vous savez très bien que je n'ai rien fait. Pourquoi vous me faites ça? Que tu n'as rien fait? Je suis dans cet état parce que tu m'as poussé. Pense au choc que j'ai eu. Vous êtes tombée toute seule. Les caméras de sécurité le prouveront. Pourquoi mentez-vous? De l'autre côté, j'entendis un rire étouffé de ma belle-mère. Les caméras et qui tu crois qui va regarder ça? Tu ne sais pas de qui dépendent tous les policiers d'ici? Je sentis le sang se glacer dans mes veines. Elle le disait ouvertement, elle pouvait tout étouffer grâce à ses relations. Belle maman, s'il vous plaît, ce n'est pas normal. Je peux vraiment finir en détention. La détention? Très bien. Une femme impolie comme toi mérite ça. En l'entendant, je compris la réalité brutale, il ne serait pas facile de sortir de là. Belle maman, si vous êtes blessée par quelque chose, parlons-en et réglons ça. D'accord. Régler ça et maintenant tu viens avec ça après m'avoir tenu tête encore et encore? C'est trop tard. Elle raccrocha. Les mains tremblantes, je rappelai, mais cette fois, ça sonnait occupé immédiatement. Elle m'avait bloqué. Entendre ce bip 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 me coupa les jambes. Donc ils étaient tous de mèche. Même si je me battais seul, cela ne servirait à rien. Cette nuit-là, on m'enferma dans une cellule. C'était la première fois que j'en voyais une. C'était froid, étroit, et l'air y était désagréable. Un matelas fin sur le sol dur, et une lumière fluorescente allumée toute la nuit. En fixant le plafond, l'injustice me montait à la gorge, mais si je pleurais, ce serait comme abandonné. Je retins mes larmes. Je dois tenir. La vérité finira par sortir. Je me le répétais, mais mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Honnêtement, je n'avais aucune idée de comment j'allais y arriver. Je n'avais pas de contact, pas d'argent, personne pour me soutenir. Je me sentais misérable et seul. Le lendemain, je pensais que mon avocat viendrait, mais ce fut ma belle-mère. Elle me regarda de haut avec un sourire de satisfaction, comme si elle assistait à un spectacle amusant. J'espère que tu vas bien t'habituer ici avec la nourriture de la détention, sale fille. Son expression triomphante me glaça le cœur. Belle maman, comment a-t-on pu en arriver là? Même si vous me détestez. Maintenant tu comprends. Voilà ce qui arrive quand tu t'attaques à une famille de policiers. Tu comprends, là? Ma belle-mère rapprocha son visage des barreaux. Une gamine sans père et sans personne pour la défendre et tu oses être aussi insolente? Voilà l'endroit qui te correspond.
Réfléchis à ce que tu as fait de travers. L'entendre mentionner que je n'avais pas de père dans cette situation fut comme un coup de poignard. Sur ces mots, elle se retourna et partit sans regarder derrière elle. Je restai agrippé au barreau. Ici, la vérité pouvait devenir un mensonge. Finalement, les larmes jaillirent. J'avais tenu, mais je n'en pouvais plus. Je me recroquevillai dans un coin de la cellule et pleurai en silence pendant un long moment. Je crois que c'était la première fois de ma vie que je ressentais l'impuissance, connaître la vérité, sans pouvoir la prouver. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse être aussi effrayant. C'était mon 2e jour en cellule. Je n'avais pas dormi du tout. Avec la lumière fluorescente allumée toute la nuit, j'en sentais l'éclat même les yeux fermés. Je n'arrivais presque pas à manger. J'avalais 2 ou 3 cuillerées de force, puis j'arrêtais. J'avais l'estomac retourné. Je ne savais pas si c'était l'angoisse ou la colère. Dans l'après-midi, mon mari vint. Mes pas vers la salle de visite tremblaient. J'étais en colère, mais en même temps soulagé de le voir, avec l'espoir qu'il me croirait, lui. Peu après, je vis son visage à travers la vitre. Le voir dans cette situation me demanda un effort immense pour ne pas pleurer. « Nicolas, dis-je la première. » Il se mordit la lèvre et dit. « Je suis venu écouter ta version. » Mais son expression était étrange. Il semblait inquiet et plein de regrets, mais il y avait autre chose. « Maman dit que tu l'as vraiment poussée. »« Et tu la crois, Nicolas ?»« Je ne l'ai pas poussée. Elle est tombée toute seule. » Mais maman le dit avec tellement de conviction, et elle a des blessures. « Donc tu ne me crois pas, moi, mais tu crois ta mère. » Mon mari ne répondit pas. Il détourna le regard. En voyant sa réaction, je ressentis une tristesse profonde. « Nicolas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Tu crois vraiment que je suis capable de frapper quelqu'un? Tu ne me connais donc pas. » « Si, je te connais, mais maman a des blessures et elle parle avec une telle assurance que je ne sais plus quoi penser. Quand ils regarderont les caméras, tout sera clair. Si tu ne me crois pas, regarde-les toi-même avant. Tu as demandé à la police de les vérifier? » Mon mari se mit à bafouiller. « Les caméras je ne sais pas. Mon père dit qu'il s'occupe de tout. » « Ton père? Mais si ici tout le monde dépend de lui, de quoi va-t-il s'occuper? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal, c'est que tu connais maman, son caractère. Tu aurais pu lui donner un peu raison pour éviter ça. Lui donner raison, combien de temps encore devais-je endurer pour ne pas me retrouver dans une situation pareille? Ce que vous avez fait est inhumain. Alors je compris, cet homme n'était pas de mon côté. En réalité, il ne l'avait jamais été. Il n'y a plus rien à dire. Continue de croire ta mère. Mon mari essaya de dire quelque chose, mais je me retournai. Je l'entendis m'appeler derrière moi, mais je ne répondis pas. Je retournai en cellule et je m'assis dans un coin. J'étais si vide que, même si je m'attendais à pleurer, aucune larme ne venait. L'homme que j'avais choisi pour passer le reste de ma vie était aussi misérable. Heureusement, le lendemain, ma mère vint. Dès que je vis son visage, je fondis en larmes. « Chloé, ça va ?» Ma mère pleurait aussi. Elle avait les yeux gonflés d'avoir pleuré toute la nuit. « Je ne l'ai pas fait, maman. Vraiment. Ma belle-mère est tombée toute seule et elle m'accuse. Je sais. Maman le sait. Ma Chloé ne ferait jamais ça. » Ma mère passa sa main à travers les barreaux. Je la saisis. Je sentis une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Maman trouvera un moyen. Toi, tiens bon encore un peu, d'accord? Mais comment? La police ici, ce sont tous d'anciens collègues de mon beau-père. Ils ne veulent même pas regarder les caméras. Je vais m'en occuper d'une façon ou d'une autre. La voix de ma mère tremblait. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire, mais ces mots me donnèrent de la force. Quand la visite prit fin et qu'elle partit, son dos me sembla plus petit que jamais, et j'eus le cœur brisé. Juste au moment où j'aurais dû commencer à lui offrir une vie plus tranquille, je lui causais encore plus de souffrance. Quelques jours plus tard, nous engageâmes un avocat privé. Ma mère le paya avec l'argent qu'elle avait eu tant de mal à économiser. C'était un petit cabinet, mais on disait qu'ils étaient spécialisés en droit pénal. L'avocat vint me voir,
mais son expression était sombre. Madame Martin, je vais être franc, ce dossier est très difficile. Comment ça? Je ne l'ai pas poussé. Croyez-moi, je vous en prie. Oui, je vous crois. Mais croire et prouver, ce n'est pas la même chose. Le camp d'en face a la déclaration de la plaignante, un témoin et des photos des blessures. Nous, qu'est-ce qu'on a? Et votre beau-père est un ancien policier, n'est-ce pas? Dans ces conditions, nous n'avons aucune chance de gagner. Mais la police ne coopère pas. Il ne nous donne pas les enregistrements et l'enquête est bloquée. Les relations de votre beau-père vont très loin. Il a beaucoup d'argent. Ça pourrait vous coûter des dizaines de milliers d'euros. Je suppose que vous ne les avez pas. Alors, trouvez un accord. Il vaut mieux régler ça à l'amiable, qu'il retire la plainte et qu'on mette fin à l'affaire. Sa voix était si calme que c'en était cruel. Si je trouve un accord, ça veut dire que j'admets être coupable. Réfléchissez froidement, est-ce mieux de se ruiner la vie par fierté, ou d'avaler sa fierté et de régler ça vite? Je vous suggère de baisser la tête et de parler avec vos beaux-parents. Les larmes coulaient sur mes joues. Je compris ce qu'était le désespoir. Quelques jours après, ma belle-mère revint. Elle avait l'air satisfaite de me voir si épuisé. Alors? Quelques jours ici t'ont remise dans le droit chemin. Au fait, hier, ta mère est venue. En entendant ça, je relevai la tête d'un coup. Oui, ta mère est venue me supplier de te faire sortir, de me demander pitié, mais je lui ai posé une condition, 50 000 € d'indemnisation et qu'elle se mette à genoux devant moi pour demander pardon. Je lui ai dit que si ta mère s'agenouillait et me suppliait, j'y réfléchirais. Pour sortir son unique fille d'ici, une mère doit faire ce genre de choses, tu ne crois pas? La rage me dévora. C'était évident, son but était d'humilier ma mère, en plus de moi. Vous êtes folle. Ma mère ne s'agenouillera pas devant vous. Qui vous croyez-vous être? Et, gamine, tu ne vois pas ta situation? Tu es à un pas de la détention, et tu continues avec ton insolence. Parce que je n'ai rien fait. Celle qui ment, c'est vous. J'irai jusqu'au bout pour le prouver. Ma belle-mère éclata de rire. Ah, tu as encore de l'espoir dans les caméras de sécurité. Tu sais de quel côté est la police. Ces mots me laissèrent sans réponse. Je me rappelai le conseil de l'avocat. Si tu me supplies à genoux, peut-être que je te pardonnerai. Mets-toi à genoux devant moi et promets que désormais tu obéiras à tout ce que je dirai. Alors j'y réfléchirai. Non, je ne le ferai pas. Les yeux de ma belle-mère s'ouvrirent grands. Son expression disait qu'il lui restait encore beaucoup à me briser. Tu ne vois pas ta situation? Tu devrais être en train de me supplier à genoux. Non, je ne le ferai pas. Je préfère rester ici plutôt que de m'agenouiller devant vous. Je le pensais vraiment. Plutôt que de m'humilier devant quelqu'un comme elle, je préférais rester enfermé. Ma belle-mère me fixa un moment, puis sourit avec mépris. D'accord, tu as du cran. Alors tiens bon. Tiens bon jusqu'au bout. Quand elle partit, je restai debout, tremblante. Même si j'avais parlé avec fermeté, la vérité, c'est que j'avais peur. Si je finissais vraiment enfermé longtemps, qu'adviendrait-il de ma mère et de ma vie? Le lendemain, ma mère vint. Dès que je vis son visage, je sus qu'elle avait pris une décision. Ma mère me regarda droit dans les yeux, les siens brillants, et me dit: « Chloé, c'est bon. Maman a trouvé la solution. Ne t'inquiète plus. » Honnêtement, je pensais qu'elle disait ça pour me rassurer. Quel contact ma mère pouvait-elle avoir? Quelle solution? Qui allait nous aider? Maman, ne me dis pas que tu as encore dépensé de l'argent dans un autre cabinet. C'est quelqu'un qui, pour toi, nous aidera sans hésiter. Mais je ne peux pas te le dire maintenant, je t'expliquerai plus tard. Les yeux de ma mère étaient rouges, injectés de sang. J'hésitai un instant, puis je lui dis: « Maman, j'ai tout entendu. Ma belle-mère t'a dit de te mettre à genoux devant elle, n'est-ce pas? » L'expression de ma mère se durcit. Elle garda le silence une seconde. « Elle te l'a dit à toi aussi? Ne t'agenouille pas, maman. S'il te plaît, tu n'as pas à faire ça pour moi. Je vais bien. Je préférais rester enfermé plutôt que de voir ma mère subir cette humiliation.
Et de qui suis-je la mère? Je ne m'agenouillerai jamais. Ce jour-là, en la voyant partir, ma mère me sembla différente. Ses épaules, d'ordinaire affaissées, avaient comme une nouvelle fermeté. Bon, si elle disait qu'elle avait une solution, je devais lui faire confiance. Comme je n'avais rien d'autre à quoi m'accrocher, je décidai d'attendre, en m'agrippant à ce mince espoir. Quelques jours passèrent. Un matin tôt, il y eut soudain de l'agitation dans le couloir des cellules. J'entendis des policiers se déplacer en hâte. Quelques minutes plus tard, un agent m'appela. « Chloé Martin, à la salle de visite. Vous avez la visite de votre avocat. » Mon avocat? Mais il était venu il y a quelques jours, pensai-je en me dirigeant vers la salle. En traversant le couloir, je remarquai que l'atmosphère était étrange. Tous les policiers semblaient tendus. J'entendais des murmures provenant du bureau du commissaire. En ouvrant la porte de la salle de visite, je vis plusieurs hommes en costume. Costume cher, mallette en cuir. L'ambiance était imposante. « Excusez-moi, qui êtes-vous » L'un d'eux s'avança. « Nous sommes l'équipe juridique du cabinet Vargas et Associés. À partir d'aujourd'hui, nous assurons votre défense, Madame Martin. » Je n'avais jamais entendu ce nom. Je ne pouvais pas me permettre d'engager autant d'avocats. J'étais stupéfaite. Un instant, je ne sais rien de tout ça. C'est votre mère qui nous a mandatés. Nous avons reçu des instructions directes de notre directeur. Il sera ici d'ici peu. À ce moment-là, la porte s'ouvrit de nouveau, et un homme d'environ 60 ans entra. Il me fixa en silence un long moment. Son regard était perçant, mais on y devinait aussi une pointe de tristesse. « Chloé. » Soudain, cet homme prononça mon prénom avec une tendresse qui me coupa le souffle. 30 ans, papa a mis trop de temps. Pardon. Mon esprit se vida. Mon père, que je n'avais pas vu depuis 30 ans, était là. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Pardon. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû être à tes côtés. En parlant, ses yeux rougirent. Les fils de mon passé se défirent dans ma tête, en désordre. L'image que je m'étais faite de mon père ne ressemblait en rien à cet homme. Attendez, vous n'étiez pas à l'étranger avec une nouvelle famille? Non. Il y a eu des circonstances. Nous avons dû vivre séparés pour une raison. Quelle raison? Ma voix tremblait. Un mélange de douleur, de colère et de confusion m'envahissait. Mon père s'accroupit devant moi, à ma hauteur. Pour l'instant, tu n'as besoin de savoir qu'une chose. Papa est là, et tout va s'arranger. À cet instant, la porte s'ouvrit violemment. C'était ma belle-mère, qui avait dû apprendre que j'avais eu une armée d'avocats. Mais en nous voyant, mon père et moi, ensemble, son visage devint livide. « Jacques Vargas, qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix trembla comme jamais lorsqu'elle prononça le nom de mon père. Lui, au contraire, l'accueillit avec un sourire détendu. « Ça fait longtemps, belle maman. Je ne pensais pas qu'on se recroiserait comme ça. Belle maman, ne me dites pas que le père de Chloé, c'est vous, ce n'est pas possible. » Ma belle-mère était blême. Mon père la regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas évident, en me voyant ici? On m'a dit que vous aviez essayé d'envoyer ma fille en prison. Jacques Vargas est le père de Chloé, non. » Ma belle-mère répétait ces mots pour elle-même, avec une incrédulité totale. Moi non plus, je n'arrivais pas à y croire. Mais plus que tout, une question me brûlait, qui était mon père pour que ma belle-mère réagisse avec une telle panique? Vous vous connaissez? Oh oui. On se connaît très bien. Un lien très tenace, je dirais. Vous allez regretter d'avoir levé la main sur ma fille. Sur ces mots, mon père sortit de la salle. Les avocats le suivirent en groupe. À la réaction de ma belle-mère, je compris qu'il se passait quelque chose d'énorme. Cette femme qui, la veille encore, se comportait comme si elle possédait le monde, était maintenant au sol, tremblant de la tête aux pieds. Ma tête était en chaos. Mais une chose était claire, la situation était en train de basculer. À partir de là, tout alla très vite. Peu après le départ de mon père, l'ambiance au commissariat changea complètement. Les avocats s'agitaient, les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Obtenez les enregistrements des caméras. C'est un ordre venu d'en haut, vite.
J'entendais leur voix presser depuis la cellule. À la tombée de la nuit, l'inspecteur vint me chercher. Le même qui m'avait fait répéter la même chose encore et encore depuis mon arrivée. Chloé Martin, venez avec moi. Salle d'audition. Quand j'arrivai, son visage était bien plus sérieux qu'avant. Nous avons obtenu les enregistrements des caméras de sécurité et de la sonnette avec caméra à votre porte. Il se trouve que l'interphone vidéo intelligent que vous avez installé enregistre automatiquement. Nous avons aussi les images du palier et de l'ascenseur. Alors je m'en souvins. Mon mari l'avait installé peu après notre mariage pour éviter les vols de colis. Ça enregistrait automatiquement quand quelqu'un sonnait. J'avais complètement oublié que ça fonctionnait. Commençons par les caméras de l'immeuble. La plaignante, Marie-Thérèse Leroy, est entrée seule. Seule dans l'ascenseur, seule sur le palier. Elle n'était avec personne. Donc, la déclaration du témoin est fausse. La personne qui était censée l'accompagner n'était même pas près de l'immeuble à cette heure-là. Une vague de soulagement me traversa. Enfin, les mensonges de ma belle-mère apparaissaient. C'était comme si je pouvais respirer de nouveau. Nous avons aussi regardé les images de sa sortie. Elle descend en ascenseur et marche tout à fait normalement. Dans sa déclaration, elle disait être partie en courant, paniquée après l'agression, mais on la voit très calme, et la vidéo de la sonnette confirme tout. Vous ne l'avez pas touchée. Elle est tombée toute seule. En entendant ces derniers mots, j'éclatai en sanglots. Donc c'est confirmé, n'est-ce pas? Vous êtes sûr? Depuis le début, il suffisait de regarder ça. L'inspecteur ne répondit pas. Il évita mon regard. Moi, je savais déjà, c'était à cause de mon beau-père qu'ils n'avaient pas vérifié plus tôt et qu'ils avaient fait traîner. Le lendemain, je sortis de la cellule. J'y avais passé une semaine. Une semaine seulement, mais le temps passé là-dedans avait ressemblé à 10 ans. En sortant, mon père m'attendait. À ses côtés, ma mère. Dès qu'elle me vit, elle courut me serrer très fort. Maman, je suis sorti. Tout s'est éclairci. Nous pleurâmes toutes les deux. Nous restâmes ainsi un long moment. Puis mon père s'approcha avec prudence. Chloé, ce n'est pas terminé. Je ne laisserai pas ceux qui t'ont accusé à tort s'en tirer. Le regard de mon père était froid, le même que j'avais vu dans la salle de visite. Dans les jours qui suivirent, beaucoup de choses se passèrent. L'équipe juridique de mon père lança une enquête complète, depuis la dénonciation mensongère de ma belle-mère jusqu'à l'usage des relations de mon beau-père, en passant par la négligence de l'inspecteur qui n'avait pas vérifié les caméras et avait demandé ma mise en détention. Ils examinèrent tout, point par point. Ils obtinrent la déposition que ma belle-mère avait utilisée pour m'accuser. Son contenu était complètement différent de ce que montraient les enregistrements. Elle avait menti sans la moindre honte. Plus tard, ils trouvèrent même des messages entre mon beau-père et l'inspecteur. Avec toutes les preuves en main, mon père déposa une plainte officielle auprès du parquet. Quelques jours après, mon beau-père, désespéré, vint voir mon père. Il avait le visage pâle, mais essayait de conserver son arrogance. « Jacques, qu'est-ce que tu crois faire? Pourquoi tu pousses une affaire de famille si loin? » Une affaire de famille? Accuser faussement ma fille et la faire enfermer, c'est une affaire de famille, pour toi? C'est ma femme qui est allée un peu trop loin. Ce sont des choses qu'on peut régler à l'amiable. À l'amiable, c'est ça que tu appelles agir à l'amiable? Bon, d'accord, pardon. Retire la plainte et trouvons un accord. Mon père le regarda avec pitié. Jean-Pierre, tu n'as pas changé. Tu te souviens quand ton frère est allé en prison pour avoir accepté des pots de vin, il y a 30 ans? J'ai témoigné à ce procès. Ce témoin, c'était moi. Tu te rappelles? Et maintenant, 30 ans plus tard, tu fais la même chose à ma fille. Vous avez ressorti le même procédé. C'est incroyable comme vous ne changez pas. Mon beau-père appelait cette fausse accusation d'un simple avertissement, parce que, selon lui, je m'étais montrée insolente, comme si j'étais une sainte. En entendant ça, mon père répondit avec un sourire ironique. Ah oui? Alors voyons comment toi, tu t'es comporté. Mon père sortit une enveloppe de sa mallette et la posa sur la table avec un coup sec. Tu sais ce que c'est? Après ta retraite, tu as continué à recevoir de l'argent de tes anciens subordonnés sous prétexte de conseil.
des dessous de table, tous. Tu aurais dû te contrôler un peu, mais tu as été trop avide. Quoi? Comment tu as eu ça? Tu ne sais pas qui je suis? J'ai fait mettre ton frère en prison, à un poste bien plus haut. Te surveiller, toi, ça a été un jeu d'enfant. Les jambes de mon beau-père se mirent à trembler. C'est une preuve obtenue illégalement. Tu ne peux pas l'utiliser. Ça, c'est le parquet qui décidera. Et au passage, on va aussi te retirer la décoration qu'on t'a donnée. Ta pension sera réduite. J'ai hâte de voir ce que devient maintenant la fierté de ta dynastie de policiers. À ces mots, mon beau-père se mit à genoux sans la moindre hésitation. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je t'en supplie. C'est tout ce qu'il me reste. Mon père ne le regarda même pas. Ne me supplie pas, moi. Demande pardon à ma fille, comme il se doit. Et il s'en alla. Je regardai mon beau-père de haut. Voir cet homme, toujours si arrogant, à genoux et tremblant, me fit une drôle d'impression. Je savais parfaitement que c'était lui qui, le premier, avait soutenu ma belle-mère quand elle avait proposé d'aller plus loin. Notre belle-fille, ma chère Chloé, je suis vraiment désolé. Je te demande pardon aussi pour ma femme. Non, ce n'est pas la peine de vous excuser. Et je ne suis déjà plus votre belle-fille. Comment des blessures auraient-elles pu guérir? Avec quelques mots. Je me détournai, glacial. Au final, comme mon père l'avait prédit, ils tombèrent tous. Ma belle-mère fut arrêtée pour dénonciation mensongère et incitation à un faux témoignage. Elle se retrouva enfermée au même endroit que moi. Mon beau-père fut poursuivi pour complicité dans la dénonciation mensongère, et aussi pour corruption. À mesure que l'enquête avançait, d'autres affaires de son passé refirent surface, l'argent reçu de ses anciens subordonnés après sa retraite, trafic d'influence, dissimulation de dossiers. Finalement, on lui retira sa décoration, et la dynastie policière dont il se vantait en s'effondra complètement. Quelques jours après l'arrestation de ma belle-mère, j'allais la voir. Une semaine plus tôt, celle qui était enfermée, c'était moi. La sensation était étrange. Dès qu'elle me vit, ma belle-mère s'agrippa désespérément au barreau. « Chloé, s'il te plaît, retire ta plainte, je t'en prie. Je te donnerai l'indemnisation que tu veux, s'il te plaît. » Je la regardai droit dans les yeux. « Belle maman, j'espère que vous allez bien vous réhabituer à la nourriture d'ici. » Le visage de ma belle-mère se déforma. « Et vous vous souvenez quand vous m'avez dit de ne pas faire la maligne parce que je n'avais pas de père, personne pour me défendre? Eh bien, mon père est venu dès qu'il a su ce qui m'arrivait, et visiblement, c'est quelqu'un de bien plus important que votre mari, celui qui aime tant les arrangements. » En entendant ça, ma belle-mère éclata en sanglots, de manière pitoyable. « Je suis désolé, c'était entièrement ma faute, je te le jure, je n'ai jamais voulu que tu finisses enfermé. » Je répondis calmement. « Moi, si. Je veux que vous restiez là, et que vous goûtiez à ce que vous m'avez fait vivre. » Puis je me retournai. J'entendis qu'elle hurlait mon prénom, mais je ne me retournai pas. Quelques jours plus tard, mon mari vint me voir. Il avait beaucoup maigri. « Chloé, pardon, j'aurais dû te croire toi plutôt que ma mère. Je suis vraiment désolé. Repartons de zéro. Ma mère regrette, et moi je te promets que je te traiterai mieux. » Je le regardais en silence. Je me demandais s'il avait, ne serait-ce qu'une fois, pendant nos 2 années de relation et le temps où nous avions vécu comme mari et femme, été de mon côté. Non, je ne veux pas. Mes mots, fermes, crispèrent son visage. Les personnes qui m'ont accusé à tort et qui m'ont fait enfermer, c'est ta famille, et toi, tu ne m'as jamais cru. Quand j'étais enfermé, qu'as-tu fait? C'était ta mère qui répondait à mes appels. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas de mon côté. Chloé, je suis vraiment désolé. Prépare les papiers du divorce. Tu recevras bientôt des nouvelles de mon avocat pour la prestation compensatoire et le partage des biens. C'est ainsi que j'en finis aussi avec mon mari. Quelques mois plus tard, le jugement tomba. Ma belle-mère fut condamnée à 2 ans de prison. Mon beau-père à 3 ans et 6 mois, avec sursis pendant 3 ans. On lui retira aussi sa décoration et sa pension. Mon divorce devint également effectif. En voyant tout ça, je pensais, c'est le retour des choses. Quand tout se calma, je pus enfin m'asseoir pour parler avec mon père.
Papa, pourquoi es-tu parti? Il y a 30 ans, j'ai été témoin dans une affaire très importante, une histoire de fonds illégaux liés à une grande entreprise. J'étais le chef comptable de cette société et j'ai fait un signalement interne. Mais ces gens-là ont riposté. Ils m'ont menacé. Ils ont essayé de mettre le feu à notre maison. Le prix de l'honnêteté a été trop lourd, surtout parce qu'il y avait toi et ta mère. Les yeux de mon père rougirent. Le parquet m'a proposé une protection, mais à l'époque, le système n'était pas comme aujourd'hui. Alors j'ai simulé ma mort et je suis parti vivre à l'étranger. C'était la seule façon de vous protéger. Le ressentiment que j'avais porté si longtemps commença à se dissoudre. Mais il restait une chose à éclaircir. Mais papa, tu as une grande entreprise, beaucoup d'argent, pourquoi maman et moi avons-nous vécu avec tant de difficultés? Dans l'expression de mon père, je vis le poids de la culpabilité qu'il avait portée toute sa vie. J'ai essayé de vous envoyer de l'argent depuis les États-Unis, mais pour ne pas être repéré, je l'envoyais au nom de quelqu'un d'autre. Malgré ça, l'entreprise l'a découvert et m'a localisé. C'est alors que ta mère m'a dit qu'elle préférait travailler jusqu'à l'épuisement plutôt que de te mettre en danger. Elle m'a supplié de ne plus rien envoyer. Je sentis un nœud dans ma poitrine. C'est donc pour ça que ma mère avait travaillé si dur. Pardon, Chloé, de ne pas avoir été à tes côtés, pour tout ce que tu as dû traverser. Oui, je t'en ai voulu chaque fois que j'entendais qu'on disait que tu n'avais pas de père, mais tu es revenu. Tu es venu dès que tu as su que j'étais en danger, et pour moi, ça suffit. Mon père me prit dans ses bras. Nous restâmes longtemps ainsi. Puis il me dit: Chloé, j'ai décidé de rester vivre ici. Je ne retourne pas aux États-Unis. Mon père regarda par la fenêtre. Son regard était ferme. La première fois, j'ai fui. Même si c'était pour protéger ma famille, au final, c'était une fuite. Mais maintenant, c'est différent. J'ai bâti une entreprise à l'étranger. Maintenant, j'ai du pouvoir. Ces gens qui ont monté des fonds illégaux et m'ont menacé vivent toujours tranquillement. Maintenant, je vais me battre contre eux. De face. Il me prit la main. Et je serai à tes côtés. Je ne partirai plus. C'étaient les mots que j'avais tant attendus, mon père serait à mes côtés. Mais ce ne sera pas facile. C'est une très grande entreprise. Bien sûr que ce sera difficile. Mais je ne suis plus seul, n'est-ce pas? Et toi non plus. De quoi aurions-nous peur? Mon père sourit. C'était la première fois que je le voyais avec une expression si apaisée. En l'entendant, je souris moi aussi. 3 mois plus tard, au lieu de retourner à mon ancien travail, je commençais à travailler dans l'entreprise de mon père. Me souvenir de ce que j'avais vécu à cause de cette injustice me fit penser qu'à travers ce travail, je pourrais aider d'autres personnes. Mon père tint sa promesse et resta ici. Il était décidé à aller jusqu'au bout. Mes parents ne se remirent pas ensemble. Les années de séparation avaient été trop longues, et leur vie avait pris des chemins trop différents. Mais de temps en temps, ils se parlent, et ils se retrouvent pour déjeuner dans une petite brasserie de province. Parfois, je repense encore à ces jours-là. À la semaine passée enfermée, quand j'avais l'impression de n'avoir personne de mon côté. À ce moment-là, je pensais que c'était la fin. Mais la vérité a fini par sortir, et les coupables ont reçu leur sanction. Et moi, je me suis relevé. Je veux dire ceci à ceux qui entendent mon histoire, personne n'est une cible facile. Même si quelqu'un paraît sans défense ou complètement seul, on ne doit pas l'écraser. Et si quelqu'un traverse une injustice comme la mienne, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Comme mon père est devenu mon plus grand soutien, il se peut qu'un lien inattendu vous attende aussi, prêt à vous protéger. Mon histoire s'arrête ici.